Maître Claude Assira, est-ce que l'expertise, le rapport d'expertise du professeur Bell apporte des certitudes ou plutôt soulève davantage des interrogations? Ça suppose un inventaire. Il faudrait faire un inventaire. Mais pour être honnête avec vous, cette expertise est comme ce procès lui-même. Et ce procès est lui-même comme notre pays tout entier, c'est-à-dire compliqué. Il faut vraiment faire attention, ne pas se fier aux impressions qui vous sont données parce qu'il y a des trompe-l'œil, beaucoup de trompe-l'œil. Ce procès était, à mon avis, un procès pour l'histoire, où je pense que la justice aurait dû profiter de l'occasion, du regard de tout le monde, pour essayer de faire son aggiornamento et démontrer qu'elle est capable de mériter la confiance de tout le monde. C'est un procès test. Malheureusement, tout va complètement en sens inverse. Dès le début du procès, le ministère public a choisi de privatiser l'affaire. Depuis que nous sommes, ça fait 32 témoins, le ministère public n'a jamais produit une seule pièce. Pour que nous puissions avoir les rapports, il a fallu que, qu'à un moment donné, on finisse un peu par pousser de la voix. Et c'est à cette occasion que le tribunal, pour une fois, a accepté de faire un renvoi et d'imposer qu'on nous donne. Le ministère public s'y est opposé catégoriquement, comme il s'y oppose pour tout pratiquement. On n'a pas le droit de reproduire le dossier. Il a décidé de limiter la sphère d'influence de l'État qui pouvait avoir des choses à revendiquer comme partie civile. Il lui a retiré cette partie pour ne le restreindre qu'à la seule. C'est-à-dire qu'on préjuge déjà qu'il ne peut être que civilement responsable, etc. Je peux vous multiplier des exemples comme cela. Lorsqu'on lui envoie des pièces concernant un individu, une personne qui est poursuivie dans la procédure, il décide de les garder pour lui-même. Le CED qui a initié la procédure lui dit « Je vous ai remis des pièces, il faudrait que vous les mettiez dans le dossier pour qu'on puisse s'en prévaloir. » Il dit que non, c'est lui, il a l'opportunité des poursuites. Bien. Donc, vous avez une approche de ce dossier qui est un peu spéciale. Et ce rapport vient s'insérer exactement dans la même démarche. Nous avons eu, et ça il faut vraiment, et je voudrais là-dessus m'arrêter, être grave pour dire que on doit beaucoup à cet expert, beaucoup. Il a apporté des éléments. Vous savez, il y avait jusqu'à présent beaucoup de présomptions, beaucoup d'indices qui étaient épars. Il nous a permis de mettre le fil d'Ariane qui nous permettent aujourd'hui d'emboîter les éléments les uns dans les autres pour pouvoir en avoir une visualisation logique et compréhensible. Nous savions tous que Martinez-Zogo était mort dans d'atroces souffrances. On l'imaginait, humainement, intellectuellement. Aujourd'hui, nous l'avons vu, on a été les témoins visuels de son agonie. Parce que il y a eu cet expert qui nous a apporté dans le procès un certain nombre d'éléments. Donc, moi je dis encore une fois, et il a fait, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois que ça doit être Aristide, à ses risques et périls. Dans ce procès où on a tué une fois, pour la dénonciation, pour se cacher, il est possible de tuer une deuxième fois, etc., etc. Donc, même un expert qui intervient, et même nous qui braillons ici, nous ne sommes à l'abri de rien du tout. Il faut qu'on se le dise. On est à l'abri de rien du tout. Bien. Donc, lui, il a apporté un certain nombre d'éléments qui nous permettent aujourd'hui de nous construire de façon plus solide un certain nombre de choses. Donc, on lui doit ça énormément. Et il dit qu'à la vérité, vous ne pouvez pas être un acteur de la recherche, de la vérité et de la justice et refuser à l'un des acteurs, en l'occurrence à M. Belbichoka, cette vérité, cette part qui lui appartient. Mais il n'en demeure pas moins que, comme je lui ai dit, ce rapport est extrêmement lacunaire. Une vérité, ça ne se saucissonne pas. À partir du moment où vous mettez un épithète à la vérité, ce n'est plus la vérité. Et là, en l'occurrence, moi j'ai été un peu surpris de constater
que l'énergie, le génie qu'il mettait pour un certain nombre de personnes, il ne le transposait pas pour d'autres. On s'est aperçu par exemple que pour l'un d'eux, on a l'impression que c'est un peu une expertise à tête chercheuse. Lorsqu'il se retrouve confronté à une difficulté pour l'établissement des métadonnées ou quelque chose comme ça là, de l'un, lorsque les appareils qu'il avait par devers lui ne lui permettent pas de relier les éléments entre eux, il cherche une solution de rechange, il s'en va dans l'iCloud et à partir de là, il arrive à reconstituer un certain nombre d'éléments. Quand il n'a même pas cet élément-là, il passe par les correspondants éventuels, là en l'occurrence une secrétaire, qui n'était pourtant pas immédiatement visée dans la procédure. Mais il ne fait que pour un seul des acteurs. Pourquoi ne le fait-il pas pour les autres? J'ai du mal à comprendre cette pusillanimité lorsqu'il y a d'autres personnes. On a le sentiment un peu, oui, moi je me retrouve un peu dans le même jeu que celui de l'accusation jusqu'à présent, qui met l'accent, qui enlight sur un certain nombre de faits, mais qui sur d'autres, voilà. On a assisté à une scène surréaliste où pendant plus d'une heure, on nous a interrogé sur un personnage public dont on a du mal à comprendre le lien avec l'affaire. Et manifestement, c'était pour faire ou la distraction ou la diversion. Un peu pour nous faire croire que, en dehors de ce que deux acteurs se disent entre eux à propos de Martinez-Zogo, ça n'a pas d'importance parce qu'ils se parlent d'autre chose qui peut aussi être le lien qui leur a permis d'échanger, et ce n'est pas forcément Martinez-Zogo. Je ne comprends pas que une personne n'ait pas l'ensemble de ses téléphones, qu'on nous dise que des communications dont on connaît à peu près la périodicité, elles-mêmes déjà suspectes, parce qu'un nombre d'appels relativement important à la veille de l'enlèvement, dans la période des faits, des gens qui se parlent, hein, ils nous ont dit, parce que ce que révèlent les conversations avec ce responsable, hein, un ancien directeur, voilà, vous chercherez dans que cette personne, ils se parlent depuis août 2022, abondamment. Mais bizarrement, dans la période où Martinez-Zogo commence à être traqué, jusqu'au moment où il est enlevé et tué, ils ont cessé de se parler entre eux. On ne comprend pas pourquoi. Les liens, les connexions qu'il a faites autrefois pour d'autres, on ne les comprend pas, puisque son attitude était de chercher à comprendre, à partir des éléments qu'on lui avait donnés, des appareils, le comportement humain. Ça faisait partie également de sa mission. Là-dessus, il est muet. Lorsque l'un de ses acteurs, de ses interlocuteurs, complètement, totalement actif, hyper actif même sur la toile, supprime des messages qu'il a passés dans cet intervalle-là. À aucun moment, on ne nous dit quelle est la date de la suppression. Parce que la date de la suppression, je suis désolé, est aussi un élément important. Le message que vous avez supprimé 4 ou 5 mois auparavant n'est pas le même que celui que vous avez supprimé à un moment donné. D'ailleurs, je me pose la question, est-ce qu'il est possible de supprimer des éléments dans l'iCloud? Si ce n'est pas possible, pourquoi n'y est-il pas allé? Donc, toutes ces choses-là, moi, m'interpellent et me conduisent à me demander pourquoi il ne va pas au-delà. C'est-à-dire que, est-ce qu'on ne veut pas orienter les opinions, les esprits vers une personne pour qu'on ne regarde pas de trop d'autres qui pourraient éventuellement être concernés? C'est la raison pour laquelle moi je vous dis, je suis content de ce que j'ai, la visualisation du travail qui a été fait, mais il y a encore beaucoup de choses à faire et je m'interroge sur ce qui peut parfois apparaître comme étant une partialité de ce rapport qui, à mon avis, avait la capacité, puisqu'il a montré par ailleurs, c'est ce qui nous a permis d'arriver là, avait la capacité de faire mieux pour tout le monde.